Mon patron a désigné ma femme infidèle, aujourd'hui, elle est à moi. Ma femme a répondu, d'accord, et ils sont partis. Vengeance. Michael Lann se tenait devant l'immeuble de bureau de sa femme, tenant un petit écrin de velours contenant une montre Cartier vintage pour laquelle il avait économisé pendant 3 mois. Le texto de Rachel, envoyé 1 heure plus tôt, brillait encore sur son téléphone, j'ai eu la promotion. Vice-présidente senior du marketing. Tu te rends compte? Il pouvait s'en rendre compte. Rachel avait travaillé 16 heures par jour pendant 2 ans, sacrifiant les dîners de famille et les projets du week-end. Elle méritait ce moment, et il voulait le partager avec elle. L'ascenseur monta jusqu'au 32e étage de Hartwell Industries, où des bureaux vitrés reflétaient le soleil de l'après-midi sur le centre-ville de Portland. Michael ajusta sa cravate, celle, bleue, que Rachel lui avait achetée pour leur anniversaire, et entra dans l'accueil étincelant. « Excusez-moi, dit-il à la réceptionniste blonde. Je cherche Rachel Lann. Je suis son mari. » L'expression de la jeune femme changea légèrement. « Oh. Elle est en réunion en ce moment. J'attendrai. » C'est une célébration. Michael brandit le petit sac cadeau. Un homme d'une vingtaine d'années passa, un café à la main. Il jeta un coup d'œil à Michael, puis à la réceptionniste, et eut un sourire narquois. « Votre femme est avec le PDG. Elle le remercie pour la promotion, si vous voyez ce que je veux dire. » La réceptionniste lança un regard noir à l'homme, mais le mal était fait. La prise de Michael se resserra sur le sac cadeau. « Quel bureau ?» demanda Michael à voix basse. « Monsieur Lann, je pense vraiment que vous devriez. »« Quel bureau ?» Elle désigna un ensemble de portes en acajou au bout du couloir. « Le bureau d'angle. » Mais ils ont demandé à ne pas être dérangés. Michael remonta le couloir au parquet ciré, ses pas étouffés par une moquette coûteuse. Il pouvait entendre des voix à travers la porte. Le rire de Rachel, aigu et haletant, et une voix masculine plus profonde qui lui répondait. Sa main hésita sur la poignée en laiton. Puis il l'entendit clairement, « Tu as gagné cette promotion sur le dos, ma chérie. » Michael ouvrit la porte. Rachel était assise sur les genoux d'un homme aux cheveux argentés que Michael reconnut sur des photos de l'entreprise, Victor Quin, PDG et fondateur de Hartwell Industries. Son blazer était déboutonné, sa main posée sur le torse de Quin. Ils se tournèrent tous les deux vers la porte avec l'assurance nonchalante de chats dérangés en plein jeu avec leur proie. « Michael, » dit Rachel, sans bouger des genoux de Quin. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Le sourire de Quin était prédateur. « En fait, c'est exactement ce que vous croyez. Votre femme a choisi le vrai homme, Lann. Celui qui peut réellement subvenir à ses besoins. » Michael resta parfaitement immobile, absorbant la scène. La bouteille de champagne à moitié vide sur le bureau de Quin. Le visage rougeaud de Rachel. La façon dont la main de Quin reposait possessivement sur sa hanche. « Je t'ai apporté un cadeau, » dit Michael calmement, en posant le sac sur la table de conférence près de la porte. « Une surprise. » Rachel se leva enfin, lissant sa jupe. « Michael, laisse-moi t'expliquer. » Pas la peine. Michael sortit son téléphone et le leva. L'appareil photo émit un léger déclic alors qu'il les capturait tous les deux dans le cadre, les cheveux en désordre de Rachel, l'expression suffisante de Quin, la distance intime entre eux. Le visage de Quin s'assombrit. « Effacez ça tout de suite. » Michael rangea son téléphone dans sa poche. « Félicitations pour ta promotion, Rachel. Tu l'as vraiment mérité. » Il se retourna et sortit, laissant le sac cadeau non ouvert sur la table. Dans l'ascenseur, Michael fixa la photo sur son téléphone, d'une clarté cristalline. Les mains de Rachel toujours sur le torse de Quin, tous deux regardant directement l'objectif avec des expressions qui racontaient toute l'histoire. Il transféra l'image à son email personnel, puis sur un compte de stockage en ligne qu'il avait créé des années auparavant pour des documents de travail. L'ascenseur s'ouvrit au rez-de-chaussée, et Michael traversa le hall d'un pas mesuré. Plusieurs employés le regardèrent avec curiosité. Les nouvelles circulent vite en entreprise, et sa visite imprévue ne passerait pas inaperçue. Dehors, il s'assit dans son camion pendant 10 minutes, laissant sa respiration revenir à la normale. Puis il ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur Victor Quin. La première recherche révéla la biographie d'entreprise habituelle, MBA de Stanford, 20 ans à transformer Hartwell Industries d'une entreprise de logistique régionale en un acteur national. Marié à la philanthrope Catherine Quin, 2 filles adultes,
des maisons à Portland et Aspen. La deuxième recherche, utilisant des mots-clés différents, révéla des informations plus intéressantes. Une plainte pour comportement inapproprié au travail déposée 3 ans plus tôt par une ancienne directrice du marketing, réglée à l'amiable avec un accord de confidentialité. Un autre cas datant de 5 ans. Même schéma. Les 2 femmes avaient travaillé directement sous les ordres de Quinn avant leur départ soudain. Michael mit tout en favori et rentra chez lui, dans leur maison de banlieue à Lake Oswego, l'endroit qu'il payait avec ses heures supplémentaires à Columbia River Shipping, où il gérait la logistique pour des opérations de fret de taille moyenne. Un travail honnête qui payait assez bien pour l'hypothèque, les mensualités de la voiture de Rachel, et le style de vie qu'elle exigeait de plus en plus. La Mercedes de Rachel n'était pas encore dans l'allée. Elle était probablement restée tard pour gérer la situation avec Quinn. À l'intérieur, Michael trouva son fils de 18 ans, Evan, à la table de la cuisine, ordinateur portable ouvert, manuels scolaires éparpillés autour de lui. Le jeune homme leva les yeux avec cette conscience instantanée qui rappelait à Michael son propre père. Un homme qui lui avait appris à observer d'abord, agir ensuite. « Papa, tu es rentré tôt. Maman a dit que tu lui apportais quelque chose pour sa promotion. » Michael s'assit en face de lui. Changement de programme. Comment se passe le cours de journalisme? Evan étudia l'expression de son père. Bien. On apprend le journalisme d'investigation. Pourquoi? Simple curiosité. Quel genre de sources les vrais journalistes utilisent-ils quand ils enquêtent sur une histoire? Les sources primaires sont les meilleures. Les dossiers financiers, les documents juridiques, les entretiens avec des personnes qui ont été témoins des événements. Pourquoi tu me demandes ça? Michael ouvrit son ordinateur portable et montra à Evan les résultats de recherche sur les ennuis judiciaires de Quinn. Hypothétiquement, si quelqu'un voulait vérifier si ces règlements ont vraiment eu lieu, où chercherait-il? Evan se pencha en avant, lisant l'écran. Les archives judiciaires sont publiques, même si les règlements ne le sont pas. On peut voir quand les affaires ont été déposées et quand elles ont été classées. Les dossiers d'emploi pourraient montrer des schémas, comme si plusieurs femmes ont quitté la même entreprise à peu près au moment où ces affaires étaient actives. Et si quelqu'un voulait contacter ces femmes, ce serait plus difficile, mais pas impossible. LinkedIn, les associations professionnelles, parfois elles atterrissent chez des concurrents. Evan fit une pause. Papa, est-ce que ça concerne le patron de maman? Michael ferma l'ordinateur portable. Ta mère a une liaison. Evan absorba cette information avec la même évaluation calme qu'il avait héritée de son père. Le PDG, Victor Quinn. Je les ai surpris aujourd'hui. Merde, je suis désolé, papa. Je ne cherche pas la pitié. Je cherche la justice. Evan hocha lentement la tête. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Au cours de la semaine suivante, Michael établit une routine. Chaque matin, il se rendait au café en face de Hartwell Industries et observait le bâtiment à travers les grandes fenêtres. Il nota les habitudes, qui arrivait quand, qui partait ensemble, quelle voiture appartenait à quel cadre. Quinn conduisait une Tesla Model S noire et se garait toujours à la même place réservée. Il arrivait entre 7h45 et 8h, souvent avec une femme différente marchant à ses côtés jusqu'à l'ascenseur. Certaines étaient des employés de Hartwell que Michael reconnut grâce aux annuaires de l'entreprise qu'il avait trouvés en ligne. D'autres semblaient être des clientes ou des consultantes. Le jeudi, Michael regarda Quinn quitter le bâtiment avec une jeune brune qui semblait contrariée. Elle resta assise dans sa voiture pendant 10 minutes après le départ de Quinn, pleurant dans ses mains. Quand elle se ressaisit enfin et retourna dans le bâtiment, Michael mémorisa sa plaque d'immatriculation. Ce soir-là, Evan présenta ses recherches. La femme que tu as vue pleurer, elle s'appelle Jennifer Walsh. C'est une directrice de compte junior, chez Hartwell depuis 8 mois. Avant ça, elle travaillait pour une agence de marketing à Seattle. Comment as-tu trouvé ça? Annuaire de l'entreprise LinkedIn croisé avec un peu d'enquête sur les réseaux sociaux. Elle publie beaucoup sur le stress au travail ces derniers temps. Des messages énigmatiques sur les dynamiques de travail inappropriées et sur le fait de savoir quand prendre la parole. Michael ajouta le nom de Jennifer à une liste grandissante dans un carnet qu'il gardait sous clé dans son bureau à la maison. Et les femmes des plaintes? Je les ai trouvées toutes les deux. Sandra Thompson travaille pour un concurrent à San Francisco maintenant. Lisa Kim a déménagé à Chicago et a lancé sa propre société de conseil. Toutes deux ont quitté Hartwell brusquement.
Thompson a donné son préavis de 2 semaines un lundi et était parti le vendredi. Kim a été licenciée pour raison de performance la même semaine où elle a déposé sa plainte pour mauvais traitement. Raison de performance? C'est ce que montrent les dossiers des RH. Mais voici la partie intéressante. Les 2 femmes avaient reçu des évaluations de performance positives quelques semaines seulement avant leur départ. Thompson était même pressenti pour une promotion. Michael étudia la chronologie qu'Evan avait construite. Le schéma était clair, Kim identifiait des employées séduisantes, utilisait sa position pour initier des relations inappropriées, puis les éliminer lorsqu'elles devenaient un problème. Les règlements juridiques gardaient tout sous silence, et les femmes continuaient leur carrière, endommagées mais intactes. Il y a autre chose, dit Evan. Je crois que j'ai trouvé une victime actuelle. Il montra à Michael une série de publications Instagram de Sarah Patel, la responsable des RH de Hartwell. Des photos récentes la montraient de plus en plus stressée, avec des légendes sur les défis professionnels et la nécessité de défendre ce qui est juste. Elle publie sur des dilemmes éthiques au travail, ne nomme jamais personne spécifiquement, mais le timing correspond au moment où ces autres situations se sont produites. Je pense qu'elle connaît le schéma de Kim, mais qu'elle se sent piégée. Michael ferma le carnet. Il faut que je lui parle. Sarah Patel rencontra Michael dans un petit café du sud-est de Portland, à 20 minutes du bâtiment de Hartwell. Elle avait accepté la rencontre après qu'il lui eut envoyé un message LinkedIn soigneusement formulé sur les préoccupations relatives à la culture d'entreprise et les expériences partagées. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé d'après sa photo d'entreprise, avec des yeux fatigués et la posture prudente de quelqu'un qui regarde constamment par-dessus son épaule. Je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle j'ai accepté cela, dit-elle en remuant nerveusement son latte. Si Victor découvre que je vous parle. Il ne le saura pas, et je n'enregistre pas cette conversation. Votre femme a vraiment obtenu sa promotion au mérite, dit Sarah rapidement. Ces campagnes de marketing ont généré des augmentations de revenus significatives. Je veux être clair là-dessus. Sarah resta silencieuse un long moment. Il n'y a pas eu de processus de promotion formel. Victor a contourné les protocoles RH habituels. Il a simplement annoncé le nouveau poste de Rachel lors d'une réunion du personnel et m'a fait traiter les papiers après coup. Michael sirota son café et attendit. C'est comme ça que ça se passe habituellement, continua Sarah, sa voix à peine plus qu'un murmure. Victor identifie quelqu'un qui l'intéresse. Il trouve des moyens de travailler en étroite collaboration avec cette personne sur des projets. Il offre du mentorat, des perspectives de carrière, des opportunités que les autres employés n'ont pas. Et progressivement, la relation professionnelle devient personnelle. Que arrive-t-il aux femmes qui refusent ces avances? Leurs projets sont réattribués. Leurs évaluations de performance deviennent critiques. Elles sont exclues des réunions importantes. Finalement, elles démissionnent ou sont licenciées pour faute. Les mains de Sarah tremblaient légèrement alors qu'elle soulevait sa tasse. Je dois traiter toute la paperasse. Je vois les schémas. Pourquoi ne le signalez-vous pas? Sarah rit amèrement. À qui? Victor détient 60% de l'entreprise. Le conseil d'administration est composé de ses partenaires de golf et de camarades d'école de commerce. L'avocat de l'entreprise gère ses accords de confidentialité personnelle depuis des années. Et la commission du travail de l'État? L'EOC? Avec quelle preuve? Tout se passe à huis clos. Les femmes qui pourraient témoigner ont signé des accords de confidentialité. Et celles qui ne l'ont pas fait? Elle s'interrompit. Celles qui ne l'ont pas fait, quoi? Elles ont peur. Victor a des relations dans toute l'industrie. Il peut s'assurer qu'elles ne travailleront plus jamais dans le marketing ou la logistique. C'est une petite communauté à Portland. Michael se pencha en avant. Que faudrait-il pour monter un dossier qui ne pourrait pas être étouffé? Sarah étudia son visage. Travaillez-vous avec un avocat? Pas encore, mais j'y pense. Il vous faudrait de la documentation, des dossiers financiers montrant une utilisation inappropriée des fonds de l'entreprise, des preuves d'arrangement, quid pro quo, des témoignages de plusieurs femmes prêtes à rompre leurs accords de confidentialité et à faire face à des représailles légales. Sarah secoua la tête. Cela prendrait des mois d'enquête et une équipe juridique prête à affronter un défendeur puissant avec des ressources illimitées. Et si l'affaire se montait d'elle-même? Et si le schéma de Victor devenait si évident qu'il ne pourrait plus être ignoré? Que voulez-vous dire? Michael sortit son téléphone et lui montra la photo de Rachel et Kim.
Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Quand cela a-t-il été pris? Jeudi dernier. Dans son bureau, pendant les heures de travail. Sarah fixa l'image. Cela pourrait être la preuve irréfutable. La preuve de la relation inappropriée, prise sur la propriété de l'entreprise pendant les heures de travail. Cela corrobore tout ce que nous soupçonnions mais ne pouvions pas prouver. Seriez-vous prête à vérifier les politiques de l'entreprise qui ont été violées? Sarah hésita. Si je pouvais le faire en toute sécurité, s'il y avait des protections légales. Et si je vous disais qu'il pourrait y avoir d'autres femmes prêtes à témoigner? Des femmes qui ne sont pas liées par des accords de confidentialité parce que leurs cas ne sont jamais allés au tribunal. Comme qui? Michael lui parla de Jennifer Walsh, la directrice de compte qu'il avait vu pleurer sur le parking, de ses projets de contacter Sandra Thompson et Lisa Kim, du schéma de comportement qui avait détruit des carrières et des vies tandis que qu'un ne subissait aucune conséquence. Si assez de femmes parlent publiquement, les accords de confidentialité perdent leur valeur, dit Michael. Qu'un ne peut pas poursuivre tout le monde, et une fois que l'histoire deviendra publique, le conseil d'administration devra agir pour protéger la réputation de l'entreprise. Sarah resta silencieuse plusieurs minutes, fixant son café. J'ai des copies de tous les dossiers RH, dit-elle finalement. Les dossiers de promotion, les évaluations de performance, les documents de licenciement. Je conserve des doubles de tout parce que je documente le schéma pour ma propre protection. Seriez-vous prête à partager ces dossiers avec une journaliste si vous aviez l'immunité juridique et une protection contre les représailles? Sarah leva les yeux vers lui. Allez-vous vraiment le faire? Vous attaquez à Victor Quinn. Michael pensa à la main de Rachel sur le torse de Quinn, à la satisfaction suffisante dans la voix de Quinn quand il s'était qualifié de « vrai homme ». À 18 ans de mariage dissous en un instant d'arrogance d'entreprise. Il a détruit mon mariage, dit Michael. Mais plus important encore, il détruit la carrière des femmes depuis des années. Quelqu'un doit l'arrêter. Sarah hocha lentement la tête. Je connais une journaliste, Amy Chen, au Portland Business Journal. Elle essaie d'enquêter sur le harcèlement au travail dans les secteurs de la technologie et de la logistique, mais les entreprises ne cessent de lui faire obstruction. Serait-elle intéressée par une histoire avec de la documentation? Si nous pouvons prouver le schéma avec plusieurs sources, oui. Elle est agressive, et elle ne recule pas devant des défendeurs puissants. Michael sourit pour la première fois en une semaine. Alors, donnons-lui une histoire qu'elle ne pourra pas ignorer. Le plan se développa au cours du mois suivant. Sarah fournit des copies des dossiers du personnel montrant le schéma de promotion rapide suivi de départ soudain. Evan utilisa ses relations de cours de journalisme pour retrouver Sandra Thompson et Lisa Kim, qui acceptèrent toutes deux de parler officiellement de leurs expériences avec Quinn. Jennifer Walsh fut plus difficile à convaincre. Elle rencontra Michael et Sarah dans un restaurant à Beaverton, loin du centre-ville de Portland et des bureaux de Hartwell. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail, dit-elle en picorant sa salade. J'ai des prêts étudiants et un loyer. Si Victor me met sur sa liste noire, je suis fini. Il t'a déjà marqué, dit Sarah doucement. Le schéma est toujours le même. En ce moment, il évalue si tu vaux le risque. Si tu coopères, tu es promu. Si tu résistes, tu es éliminé. Mais je n'ai encore résisté à rien. Il ne m'a jamais vraiment fait de proposition. Michael se pencha en avant. Et la réunion dans son bureau jeudi dernier, quand tu es parti en pleurant? Le visage de Jennifer rougit. Comment saviez-vous ça? Je vous ai vu sur le parking. Vous aviez l'air contrarié. Jennifer resta silencieuse un instant. Il m'a appelé pour discuter du compte Morrison, mais ensuite il a commencé à poser des questions personnelles sur ma situation amoureuse, mon logement. Il a proposé de m'aider à trouver un meilleur appartement. Peut-être quelque chose de plus proche de son quartier. Elle fit une pause. Quand j'ai dit que j'étais contente de mon appartement actuel, il est devenu différent, plus froid. Il a dit que mon travail sur le compte Morrison devait être amélioré, et que je n'étais peut-être pas prête pour des responsabilités accrues. Intimidation classique, dit Sarah. Il teste tes limites. Ensuite, il créera une crise que lui seul pourra résoudre. Peut-être menacer ta position sur un compte clé, puis proposer de tout arranger en échange de faveurs personnelles. Vous dites que je suis déjà une cible? Je dis que tu as le choix, dit Michael. Tu peux attendre qu'il détruise ta carrière selon son calendrier, ou tu peux nous aider à détruire la sienne selon le nôtre. Jennifer regarda entre eux.
Quel genre d'aide? Sarah expliqua le projet de la journaliste, les autres femmes qui avaient accepté de parler publiquement, la documentation qu'ils avaient rassemblée. Nous avons besoin de quelqu'un actuellement à l'intérieur de l'entreprise pour vérifier les incidents récents, dit Michael. Quelqu'un qui peut parler du comportement actuel de Quinn, pas seulement des schémas historiques. Et votre femme? Demanda Jennifer. C'est la promotion la plus récente. Si elle témoignait de ce qu'elle a dû faire pour l'obtenir. La mâchoire de Michael se crispa. Rachel ne coopérera pas. Elle pense que Quinn va quitter sa femme pour elle. Le fera-t-il? Les hommes comme Quinn ne quittent pas leur femme. Ils continuent juste de collectionner les maîtresses jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre. Jennifer hocha lentement la tête. Si je fais ça, quelle protection j'ai? Sarah sortit un dossier. Protection des lanceurs d'alerte en vertu de la loi de l'Oregon. Protection fédérale si nous pouvons montrer un schéma de violation des droits civils. Et une fois que l'histoire éclatera, Victor ne sera pas en position de prendre des mesures de rétorsion contre qui que ce soit. Quel est le calendrier? 2 semaines, dit Michael. Le gala annuel de l'entreprise a lieu vendredi soir. La plupart des membres du conseil d'administration seront là, ainsi que les principaux clients et contacts de l'industrie. Si nous sortons l'histoire cette semaine-là, elle aura un impact maximal. Jennifer regarda par la fenêtre le parking, considérant ses options. Je le ferai, dit-elle finalement. Mais je veux enregistrer ma prochaine conversation avec Victor. S'il me fait une proposition directe, je veux une preuve. Amy Chen du Portland Business Journal rencontra le groupe de Michael le mardi suivant. Elle était plus jeune que Michael ne l'avait prévu, avec des yeux vifs et l'assurance agressive de quelqu'un habitué à poser des questions inconfortables. C'est explosif, dit-elle en examinant les documents étalés sur la table de conférence du bureau de l'avocat de Sarah. Des dossiers du personnel montrant un harcèlement systématique, des dossiers financiers indiquant une mauvaise utilisation des fonds de l'entreprise, des témoignages de plusieurs victimes s'étalant sur 5 ans. Est-ce suffisant pour un article? Demanda Michael. C'est suffisant pour une enquête fédérale. Les irrégularités financières à elles seules pourraient déclencher un examen de la SEC. Amy leva les yeux de ses notes. Mais je dois vérifier quelques détails avant la publication. Je devrais contacter Hartwell Industries pour obtenir un commentaire, ce qui signifie que Victor Quinn saura que l'article arrive. De combien de temps d'avance disposera-t-il? Je suis tenu de donner aux entreprises un délai raisonnable pour répondre aux allégations. Généralement 24 à 48 heures. Sarah fronça les sourcils. C'est assez de temps pour lui pour détruire des preuves ou intimider des témoins. C'est aussi assez de temps pour lui pour paniquer et faire des erreurs, dit Michael. Les hommes comme Quinn ne gèrent pas bien l'exposition publique. Il va probablement surréagir. Amy rassembla ses papiers. J'aurai une ébauche prête d'ici jeudi. Si tout se vérifie, l'article sortira vendredi matin, le même jour que votre gala. Après le départ d'Amy, le groupe s'assit en silence, réalisant la portée de ce qu'ils avaient mis en mouvement. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Demanda Jennifer. Sarah hocha fermement la tête. Nous protégeons les futures victimes, des femmes qui ne savent même pas encore qu'elles sont des cibles. Michael pensa à Rachel, au choix qu'elle avait fait dans le bureau de Quinn, aux 18 ans de mariage qui s'était évaporé en un instant d'ambition professionnelle. Nous nous assurons que les actions ont des conséquences, dit-il. Quelque chose que Victor Quinn n'a jamais connu. Jeudi soir, Michael était assis dans son camion en face de Hartwell Industries, observant les lumières dans le bureau de Quinn. Amy Chen avait appelé cet après-midi pour confirmer que l'article paraîtrait le lendemain matin, et elle avait contacté le bureau de Quinn pour un commentaire vers 15 heures. Depuis lors, la Tesla de Quinn était restée sur sa place de parking, et les lumières du bureau d'angle étaient restées allumées. À travers les fenêtres, Michael pouvait voir des silhouettes bouger, Quinn, Rachel, et ce qui semblait être plusieurs autres cadres en mode de crise. Son téléphone vibra avec un texto de Rachel, « Il faut qu'on parle. » C'est allé trop loin. Michael l'ignora. Un autre texto, « Je sais ce que tu fais. Arrête ça maintenant ou tu vas tout détruire. » Puis, « J'ai fait une erreur, mais je t'aime. On peut arranger ça. » Enfin, réponds à ton téléphone, bon sang. Michael éteignit son téléphone et continua de regarder le bâtiment. À 22 heures, Quinn sortit enfin, marchant rapidement vers sa Tesla avec Rachel à ses côtés. Ils semblaient se disputer.
Rachel gesticulait de manière animée tandis que Cain regardait droit devant lui avec l'expression d'un homme qui venait de réaliser que son empire s'effondrait. Ils partirent séparément, Rachel dans sa Mercedes, Cain dans sa Tesla. Michael démarra son camion et suivit Cain, restant à plusieurs voitures derrière dans le trafic nocturne du centre-ville de Portland. Cain se rendit dans un hôtel de luxe près de l'aéroport. Michael le regarda s'enregistrer seul, portant un unique sac de voyage. En fuite, ou du moins s'y préparant. Michael rentra chez lui où Evan l'attendait avec un ordinateur portable et plusieurs pages imprimées. L'article vient d'être mis en ligne, dit Evan. Le rédacteur en chef d'Ami Chen l'a publié plus tôt. Il s'inquiétait des injonctions légales. Michael lut le titre, le PDG de Hartwell Industries accusé de faute professionnelle systématique et de détournement de fonds de l'entreprise. L'article était dévastateur. Ami avait corroboré chaque détail, y compris les dossiers financiers montrant que Cain avait utilisé des cartes de crédit de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel où il rencontrait des employés. La photo de Rachel et Cain dans son bureau était mise en évidence aux côtés des témoignages de Sandra Thompson, Lisa Kim et Jennifer Walsh. Il a déjà été partagé 200 fois sur les réseaux sociaux, dit Evan. Le cours de l'action de l'entreprise va s'effondrer à l'ouverture des marchés. Le téléphone de Michael, qu'il avait rallumé, affichait 47 appels manqués et 31 messages textes. La plupart venaient de Rachel, de plus en plus désespérée au fil de la soirée. Le plus récent, tu m'as ruiné. J'espère que tu es satisfait. Michael répondit, tu t'es ruiné toute seule. Je n'ai fait que le documenter. Le vendredi matin apporta le chaos. Le téléphone de Michael sonnait constamment. Des journalistes voulant un commentaire. Des collègues demandant s'il avait vu les nouvelles. Des avocats proposant de le représenter dans l'inévitable procédure de divorce. À 9 heures, Evan lui montra la couverture médiatique. Toutes les principales publications économiques du nord-ouest du Pacifique avaient repris l'histoire. Les chaînes d'information en continu diffusaient des segments sur la culture du harcèlement en entreprise. L'action de Hartwell Industries avait chuté de 30% dans les échanges avant l'ouverture des marchés. À midi, Victor Cain avait été mis en congé administratif en attendant une enquête du conseil d'administration. Rachel avait été suspendue indéfiniment. 3 autres employés s'étaient manifestés avec des allégations supplémentaires, et le bureau du procureur général de l'État avait annoncé une enquête préliminaire sur les pratiques commerciales de l'entreprise. Michael se rendit au bâtiment de Hartwell pour observer les conséquences. Le parking était rempli de camionnettes de presse et de journalistes. Des gardes de sécurité bloquaient l'entrée principale, dirigeant les employés vers une porte latérale. La place de parking réservée de Cain était vide. Son téléphone sonna. Sarah Patel. Comment tenez-vous le coup? Demanda-t-elle. Mieux que prévu. Vous? Soulagé et terrifié, mais surtout soulagé. Sarah fit une pause. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. Ils vont demander la démission de Victor. La donnera-t-il? Il n'a pas le choix. La réputation de l'entreprise est en chute libre et le conseil doit prendre ses distances avec lui pour survivre. Et Rachel? Sa suspension deviendra probablement permanente. Le conseil ne peut pas garder quelqu'un qui était si visiblement impliqué dans le scandale. Michael ressentit un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Rachel avait fait son choix, mais voir sa carrière imploser en temps réel était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Le gala a toujours lieu ce soir, continua Sarah. Le conseil a décidé qu'il serait pire d'annuler que de continuer. Ils espèrent contrôler le récit en abordant la situation publiquement. Michael avait oublié le gala. L'événement annuel était censé être une célébration du succès de Hartwell Industries, avec des discours des dirigeants et la reconnaissance des meilleurs employés. Maintenant, ce serait un désastre de relations publiques. Allez-vous? Demanda Sarah. Michael regarda l'invitation qu'il avait reçue des semaines auparavant, à l'époque où il n'était que le conjoint d'une cadre en pleine ascension. Maintenant, il était l'architecte du plus grand scandale de l'entreprise. Oui, dit-il, je pense que j'irai. Le gala annuel de Hartwell Industries se tenait au musée d'art de Portland, un lieu choisi des mois plus tôt pour projeter la sophistication et le raffinement culturel. Michael arriva à 19 heures, vêtu de son plus beau costume, le même qu'il avait porté à son mariage 18 ans plus tôt. L'atmosphère était surréaliste. Les invités se regroupaient en petits groupes, parlant à voix basse des développements de la journée.
Plusieurs personnes reconnurent Michael et le montrèrent du doigt aux autres. Quelques âmes courageuses s'approchèrent pour offrir des condoléances maladroites, comme s'il avait subi un décès dans la famille plutôt que d'avoir orchestré la destruction de la carrière de sa femme. Rachel n'était pas présente. Ni Victor Quint. Michael accepta une coupe de vin d'un serveur qui passait et se positionna près du fond de la galerie principale où il pouvait observer sans devenir le centre de l'attention. La foule était moins nombreuse que les années précédentes. Plusieurs clients importants et membres du conseil d'administration avaient apparemment décidé de ne pas venir. À 20 h, le président du conseil, un homme âgé nommé Harrison Bell, prit le micro pour s'adresser aux invités assemblés. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir, au cours de ce qui a été une journée difficile pour notre organisation. Je souhaite aborder directement les récentes allégations et vous assurer que le Conseil prend ces questions très au sérieux. La salle devint silencieuse. Bell semblait mal à l'aise, jetant parfois un coup d'œil à des notes préparées par l'équipe juridique de l'entreprise. Avec effet immédiat, Victor Quint a démissionné de son poste de PDG et n'aura plus aucune implication avec Hartwell Industries. Nous avons lancé un examen complet de nos politiques et procédures en milieu de travail, et nous coopérons pleinement avec toutes les enquêtes en cours. Des applaudissements polis mais modérés suivirent. Bell présenta le PDG par intérim, un membre de longue date du conseil qui superviserait la transition de l'entreprise. Le nouveau dirigeant prononça un bref discours sur l'intégrité et la responsabilité, tentant clairement de distancier l'organisation des actions de Quint. Michael se préparait à partir quand il remarqua une agitation près de l'entrée principale du musée. Rachel était arrivée, ayant apparemment décidé de faire une apparition malgré sa suspension. Elle avait l'air terrible. Son apparence habituellement parfaite était débraillée, ses yeux rouges de larmes ou d'alcool, ou les deux. Elle se fraya un chemin à travers la foule vers l'avant de la salle, ignorant les regards et les chuchotements qui la suivaient. « Excusez-moi » lança-t-elle, interrompant les remarques du PDG par intérim. « J'aimerais dire quelque chose. » Des gardes de sécurité se dirigèrent vers elle, mais elle continua de parler, sa voix portant à travers la galerie. « Tout le monde ici sait ce qui s'est passé. Vous avez tous lu les articles, vu les photos. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas, elle vacilla légèrement, et Michael réalisa qu'elle était ivre. Victor Quint ne s'est pas imposé à moi. J'ai choisi d'être avec lui. J'ai choisi de faire avancer ma carrière par le chemin le plus facile. La salle était maintenant absolument silencieuse. Même les gardes de sécurité s'étaient arrêtés, ne sachant comment gérer une confession publique. J'ai gâché 18 ans de mariage pour une promotion que je pensais mériter. Et quand mon mari l'a découvert, au lieu de me battre pour notre relation, j'ai choisi Victor plutôt que lui. La voix de Rachel se brisa. J'ai fait ses choix. Pas Victor, moi. Elle regarda directement Michael, qui s'était rapproché de l'avant de la salle pendant son discours. Tu voulais ta vengeance, Michael. Tu l'as eue. J'espère que ça valait la peine de détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Puis elle sortit, laissant le gala dans un silence de stupéfaction. Harrison Bell reprit rapidement le micro, remerciant tout le monde d'être venu et suggérant que le programme formel de la soirée était terminé. Les invités commencèrent à sortir, impatients d'échapper à l'atmosphère toxique. Michael resta dans la galerie tandis que la foule se clairsemait, digérant la crise de nerfs publique de Rachel. Il avait atteint tout ce qu'il s'était fixé. La carrière de Quint était terminée, la réputation de Rachel était détruite, et le schéma de harcèlement avait été exposé. Mais les mots de Rachel résonnaient dans son esprit. J'espère que ça valait la peine de détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Est-ce que ça en avait valu la peine? Jennifer Walsh apparut à ses côtés, ayant assisté au gala dans le cadre de ses fonctions avec le comte Morrison. Ça va, demanda-t-elle. C'est moi qui devrais vous poser cette question. Tout a commencé parce que Quint vous ciblait. Jennifer hocha la tête. Et maintenant, c'est fini. Il ne peut plus faire de mal à personne d'autre. Elle fit une pause. Votre femme s'est trompée sur une chose. Quoi donc? Ce n'est pas vous qui avez détruit ce que vous aviez construit ensemble. C'est elle qui l'a fait quand elle a choisi Victor Quint plutôt que son mariage. Vous vous êtes juste assuré qu'il y ait des conséquences. Michael regarda une dernière fois la galerie. La soirée avait été un désastre complet pour Hartwell Industries, mais elle avait aussi été un moment de responsabilité dont l'entreprise avait désespérément besoin. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, on reconstruit, dit Jennifer.
L'entreprise, nos carrières, votre vie. On avance et on fait mieux. Michael hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Dehors, les camionnettes de presse étaient parties et le parking était presque vide. Son camion était seul sous un lampadaire, attendant de le ramener à la maison, vers un avenir qu'il devrait construire sur les ruines de son ancienne vie. Il traversa le centre-ville de Portland, passa devant le bâtiment de Hartwell où les lumières brûlaient encore dans quelques bureaux, des gens travaillant tard pour gérer la crise qu'il avait créée, passa devant le café où il avait rencontré Sarah pour planifier la chute de Cain, passa devant l'hôtel où Cain s'était caché la nuit avant l'effondrement de son empire. À la maison, Evan attendait avec une bouteille de bière et une expression compatissante. Comment était le gala? Michael s'assit lourdement sur le canapé. Rachel est venue, a fait un discours, avouant tout. Comment te sens-tu par rapport à ça? Michael réfléchit à la question. Il se sentait vide, épuisé et étrangement paisible. La rage qu'il avait soutenue pendant des semaines avait disparu, remplacée par quelque chose qui pourrait éventuellement devenir de l'acceptation. J'ai l'impression que c'est fini, dit-il finalement. Tout ça. Evan lui tendit la bière. Papa, je suis fier de ce que tu as fait. Pas la partie vengeance, la partie justice. Tu as arrêté un prédateur et protégé d'autres femmes de ce qui est arrivé à celles qui sont venues avant. Michael sourit, le premier vrai sourire qu'il avait ressenti depuis des semaines. Merci. Ça compte plus que tu ne le penses. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, père et fils, survivants d'un mariage qui avait été construit sur de fausses fondations et détruit par l'ambition de quelqu'un. Dehors, Portland continuait sa vie sans l'influence de Victor Cain, sans les tromperies de Rachel, sans la culture toxique qui avait prospéré dans l'ombre du pouvoir des entreprises. 3 semaines plus tard, Michael reçut une enveloppe par la poste sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal sur les nouvelles politiques de prévention du harcèlement de Hartwell Industries et une note manuscrite de Jennifer Walsh. Merci d'avoir eu le courage d'agir alors que le reste d'entre nous avait trop peur. L'entreprise est meilleure grâce à ce que vous avez fait. Dans l'enveloppe se trouvait également un petit objet enveloppé dans du papier de soie. Michael le déballa soigneusement et trouva la montre Cartier vintage qu'il avait achetée pour la promotion de Rachel. Le cadeau qu'il avait laissé dans le bureau de Cain le jour où tout avait commencé. Une dernière note de Sarah Patel expliquait, la sécurité a trouvé ça dans le bureau de Victor quand ils ont vidé son bureau. J'ai pensé que vous devriez la récupérer. Michael tint la montre un instant, se souvenant de l'espoir qu'il avait ressenti en l'achetant, de l'avenir qu'il avait imaginé en prévoyant de surprendre Rachel avec un symbole de sa réussite. Puis il se dirigea vers la poubelle de la cuisine et y laissa tomber la montre, emballage compris. Certaines surprises, songea-t-il, valaient mieux ne pas être ouvertes. Certains cadeaux valaient mieux ne pas être donnés. Certains mariages valaient mieux être terminés. Evan leva les yeux de ses devoirs. Tout va bien, papa? Tout va bien, dit Michael. Tout est exactement comme il se doit. Dehors, le soleil se couchait sur Portland, projetant de longues ombres sur la ville où Victor Cain avait autrefois exercé son pouvoir, où Rachel avait autrefois gravi les échelons de l'entreprise, où Michael avait autrefois été un mari naïf qui croyait en la loyauté et la confiance. Maintenant, il était tout autre chose, un homme qui comprenait que la justice exigeait parfois de la patience, de la planification, et la volonté de tout voir brûler pour que quelque chose de meilleur puisse renaître de ses cendres. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des complexes d'appartements plus près du centre-ville. Il était temps de repartir à zéro. Temps de construire une nouvelle vie sur des fondations honnêtes. Temps d'avancer sans le poids de la trahison et des promesses rompues. La vengeance était accomplie. La guérison pouvait commencer.